Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wikeko. Désormais au Bénin, les travaux dirigés à titre payant sont interdits dans toutes les classes du primaire et des sections de la maternelle. C'est une injonction du ministre de l'enseignement maternel et primaire. Selon lui, cette pratique dont l'expansion n'est plus approuvée est à inscrire sur le compte de la marchandisation de l'éducation. Sage décision certainement qui pourrait réjouir plus d'un, mais quand même qui pourrait être également préjudiciable au système éducatif. On va faire le décryptage dans quelques minutes. Ensuite, la question de la sécurisation foncière sera au menu du dossier de la semaine. Aujourd'hui, la modernisation de la gestion foncière constitue un défi majeur pour le gouvernement, notamment face aux problèmes d'insécurité foncière qui gangrènent nos villes et nos villages. La nécessité du cadastre national, on en parlera donc avec notre invité. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur votre émission Wikeko. Merci de ne pas zapper tout de suite le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce mini-journal de Wikeko. On va tout de suite à la découverte de cet outil révolutionnaire de la communication électronique au Bénin. Il s'agit du simulateur tarifaire, un outil qui permet aux consommateurs de faire une évaluation du budget alloué au service de télécommunications électroniques en fonction des offres commerciales des opérateurs. Rodrigue Babagweto et Monique Torron nous le présentent. Les services de communication électronique ne sont pas des biens ordinaires où le choix est aussi aisé qu'on pourrait faire le choix d'un bien ordinaire juste en connaissant son prix. Cette particularité du marché des télécoms est la raison de la mise en place de ce portail web, la plateforme du simulateur tarifaire. Le simulateur tarifaire, c'est une réponse à toute l'information qu'il faut apporter à un usager des services de communication électronique pour pouvoir choisir. Vous avez votre ordinateur, vous tapez le lien https simulateur.bj et vous avez accès à une plateforme où vous avez toutes les informations concernant les produits et offres des opérateurs. Vous l'avez également à travers une application mobile que vous pouvez télécharger sur Play Store. Le simulateur tarifaire fait son apparition pour assurer une meilleure protection des utilisateurs des communications électroniques. Ce responsable d'une association de consommateurs en apprécie son fonctionnement. Je suis basé à Boubé-Calavi par exemple. Je prends le débit que je veux. D'accord? Je choisis n'importe quoi. Je vais simuler pour voir ce que ça va me générer comme information. Vous voyez la même offre que j'ai choisie, identifiée. Selon les opérateurs, quelqu'un a 26 060 francs, et l'autre a 25 000, et l'autre a 27 000. D'accord? Je fais mon choix. Si, selon ma bourse, je n'ai que 25 000, je fais mon choix sur les 25 000. Maintenant, après l'utilisation, je verrai si vraiment j'ai le débit requis. Pour lui, c'est un outil de régulation longtemps recherché. Sa présence fait naître des obligations. Le simulateur, indirectement, fait pression sur les opérateurs pour le respect de leurs obligations. Ils ont l'obligation d'être transparents dans les offres. Vous nous dites par exemple qu'avec 100 francs, je peux communiquer pendant 2 minutes, alors que je mets l'appel et ça bute. Si la qualité est impactée, ça veut dire que le coût n'accompagne pas. Cette innovation béninoise est une première dans la sous-région. Le simulateur tarifaire ne signifie pas la fin de la veille du consommateur. Il faut rester vigilant et adresser ses plaintes en cas de préjudice subi.
En santé, madame, monsieur, le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'OMS a estimé à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence des symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agodokwesi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie par une foie qui, d'abord, sur son fonctionnement, devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, eh bien, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent en effet suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons ce reportage de Marie Bonaventure Kodia qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux, au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base. Pour que le maquillage ne coule pas, vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet
D'abord, de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà, quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre, c'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. Eh bien voilà, ce sera tout pour ce mini-journal. Week-Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci Alexandra Diotan. Et d'une dame à une autre, Amandine Agnamboso a parcouru les journaux pour nous ce matin. C'est la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique sur Week-Eco. Le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 est validé. La Nation donne l'information et titre à sa une. Nouvelle feuille de route du gouvernement 2021-2026, les ambitions portées par le PAG2. Évaluée à plus de 12 milliards de francs CFA, cette nouvelle feuille de route a pour ambition de poursuivre, consolider et amplifier les acquis du PAG1. Selon le journal, le PAG2 adopté en Conseil des ministres est la résultante d'un processus ayant sanctionné plusieurs séances d'arbitrage au niveau des ministères sectoriels. Pour l'autre quotidien, c'est un ambitieux programme à fort impact social. Le journal nous apprend qu'il y aura une revalorisation salariale pour les travailleurs. Le gouvernement envisage très prochainement des négociations avec les partenaires sociaux en vue de définir les modalités de mise en œuvre de cette revalorisation. L'événement précis revient cette semaine sur le vote du budget de l'État gestion 2022 et titre « Adoption de la loi des finances 2022 ». Les députés accordent 2541 milliards au gouvernement. Le journal nous renseigne que ce budget est en baisse de 14,87% par rapport à celui de 2021. On note par contre une tendance haussière des dépenses sociales. En 2022, il est prévu le déploiement de nouveaux systèmes d'information de gestion des finances publiques et la refonte et la modernisation des outils de gestion. Flambée des prix des engrais chimiques, les ministres de l'Agriculture et du Commerce de l'UEMOA prennent de grandes résolutions à Cotonou, titre la presse du jour. Ces résolutions vont à l'endroit des États membres qui doivent prendre des dispositions pour attribuer les marchés de fourniture d'engrais au plus tard le 15 janvier 2022. Il leur est également demandé de prendre des mesures pour sécuriser l'approvisionnement des engrais pour les cultures vivrières dont les besoins sont évalués à près de 2 400 000 tonnes. Il faudra aussi supprimer les taxes sur les engrais là où elles existent. L'autre quotidien renchérit et nous apprend que l'UEMOA, la CEDEAO et le SILS sont appelés à faciliter la mobilisation par les acteurs économiques des lignes de financement disponibles. Toutes ces actions visent à alerter sur les pratiques de vente illicite et de bradage des engrais subventionnés et renforcer la cohérence des politiques publiques.
La presse du jour nous apprend dans une autre parution que les commerçants crient à la mévente dans les marchés en cette veille des fêtes de fin d'année. Le journal conclut qu'au regard de cette mévente, les commerçants risquent de connaître des dettes s'ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Le quotidien Fraternité, quant à lui, demande aux Béninois d'être vigilants dans les marchés en cette veille des fêtes de fin d'année. Selon le journal, des commerçants indélicats sont à pied d'œuvre pour déverser des produits périmés sur le marché. Le quotidien recommande aux consommateurs de prioriser les produits locaux pour éviter tout désagrément. Et pour assurer la consommation des aliments de qualité pendant cette période, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments fait déjà des descentes inopinées dans les marchés et supermarchés. Fraternité nous informe que cette opération est organisée pour extraire du marché les denrées alimentaires impropres à la consommation afin de parer aux probables cas d'intoxication alimentaire et de surcroît protéger la santé des populations. Fin de cette revue de presse économique, Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci Amandine Agnambossou. Et ici, on va installer le plateau du décryptage. On va parler de l'interdiction des travaux dirigés à titre payant dans toutes les classes du primaire et dans les sections de la maternelle. En plateau pour ce décryptage, Moïse Dosoumou. Moïse, bonjour. Bonjour Ulvaeus, bonjour mesdames, messieurs. À côté de Moïse, Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Ulvaeus, bonjour à tous. Alors Sergino, je le disais, une décision du ministre interdire les travaux dirigés à titre payant, notamment dans les classes du primaire et de la maternelle. C'est une décision, à votre avis, qui va réjouir les parents ? Je crois que oui et non, parce que tout le monde connaît l'importance des travaux dirigés. Ça permet de renforcer les capacités des apprenants. Mais quand vous voyez l'argument, la raison évoquée par le ministre pour l'interdit, c'est que ce sont les mêmes enseignants, des mêmes classes, et qui organisent ces travaux dirigés au profit de ces élèves. Je pense que là, ça n'est pas bien, parce que c'est comme si l'enseignant ne donnait pas tout aux élèves. Et trouve ce circuit-là pour pouvoir permettre aux élèves de donner les autres informations, parce que les TD sont faits quand même pour permettre aux élèves de demander beaucoup d'enseignements ou d'informations à leurs professeurs ou à leurs enseignants. Au niveau du primaire ou de la maternelle, ça se comprend, parce que si ce sont les mêmes enseignants qui le font, alors que les répétiteurs ou les travaux dirigés sont souvent effectués par les répétiteurs qui viennent à la maison pour le faire. Maintenant, si c'est l'enseignant titulaire qui le fait, qui devient répétiteur, ça pose problème. Et le problème fondamental que ça pose, ça pose le problème des conditions dans lesquelles se trouvent ces enseignants qui pratiquent ces travaux dirigés. C'est souvent pour joindre les deux bouts. C'est souvent pour joindre les deux bouts. Je crois qu'au-delà de cette dénonciation, de cette interdiction, c'est de mettre les enseignants dans les conditions qu'il faut, parce que la chose prend de l'ampleur de jour en jour. Autrefois, ces TD sont organisés à l'approche des examens pour les classes d'examen. Aujourd'hui, c'est étendu à on va approfondir le sujet le long des échanges. Moïse, je disais, les parents, pendant longtemps, en tout cas, quand on doit débourser encore pour des TD, ça fait beaucoup plus de dépenses. Et le ministre estime que ces TD sont anormalement érigés en règle. Sergino le dit tantôt, les mêmes instituteurs en salle de classe qui se retrouvent encore à faire des TD, c'est un peu comme si tout n'est pas dispensé en salle et puis on en profite pour... Oui, c'est évident, mais je pense que le ministre est réveillé très tardivement. Bon, même si on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir agi, il a agi enfin, c'est tant mieux, mais j'estime qu'il aurait pu le faire beaucoup plus tôt que maintenant. Maintenant que c'est fait, c'est bon. Mais dans le même temps, vous allez constater que d'année en année, les enseignants trouvent les astuces nécessaires justement pour pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est ça qui justifie un peu tout ce désordre de que vous observez. Parce qu'en temps normal, un enseignant digne du nom, quand il prend en charge votre enfant, vous n'avez pas besoin, si votre enfant est moyen, de prendre un répétiteur à la maison, d'aller encore faire des TD. Ça va de soi. Parce qu'on estime que l'enseignant a la pédagogie nécessaire pour éveiller suffisamment l'enfant et lui donner tout ce qu'il faut en classe, quitte à ce que l'enfant lui-même à la maison, avec les exercices et autres, puisse se remettre en selle. Et il y a encore 15-20 ans en arrière,
ce qui était en vogue, c'était les groupes d'études, ce n'était pas les TD. Tout à fait. Et ça permettait, disons, à ceux qui traînaient les pas de se joindre à ceux qui étaient plus ou moins éliminés et puis les niveaux étaient plus ou moins relevés. Les enseignants n'intervenaient pas vraiment dans ce cadre-là. Mais les groupes d'études sont carrément disparus et ont été remplacés par les répétiteurs et les TD. C'est comme si les enseignants s'entendaient pour donner juste le minimum en classe et savent que les parents viendront à leur tour maintenant les prendre comme des répétiteurs ou comme des enseignants de TD à leurs enfants. Et ça fait monter les enchères. Donc de plus en plus, quand votre enfant ne participe pas à un TD ou il n'y a pas de répétiteur à la maison, c'est que forcément il est à la traîne d'une manière ou d'une autre. Et même cette affaire de répétition, je l'ai toujours dit, pour moi c'est une arnaque. Et c'est même systématique dans presque toutes les matières. Oui. Même en français, même en histoire géo, il y a des répétiteurs. Alors que par le passé, il y a encore 15 ans, 20 ans, quand vous entendez parler d'un répétiteur, c'est peut-être en maths physique et peut-être en biologie, ça s'arrêtait là. Mais même en histoire géo aujourd'hui, en espagnol, en allemand, il y a des répétiteurs qui viennent à la maison et qui ne sont pas à moins de 20-25 000 le mois. Imaginez autant d'enseignants pour un enfant. Comment est-ce que les parents vont s'en sortir? Donc je disais, cette affaire-là, c'est une grosse arnaque. Le ministre a bien fait de prendre la note, mais il faut aller au-delà. Il faut faire en sorte que les enseignants qui sont choisis pour exercer ce métier aient vraiment la pédagogie. Pour moi, c'est fondamental. Tant qu'on va prendre ces gens de notes et qu'on ne va pas insister sur la pédagogie, on ne fera rien. Le niveau des enfants ne fera que baisser. Il n'y a rien à faire. Il faut que les enseignants soient vraiment pédagogues et qu'ils aient quand même des conditions acceptables de vie. Sans cela, on aura beau tout faire, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Même venons sur le moment où est intervenue justement la note. La rentrée a déjà démarré. La plupart des cas, on sait que ces frais de TD sont payés très souvent en début d'année. Donc les parents ont déjà payé et ça n'a servi à rien pratiquement d'avoir pris cette décision-là maintenant. Non, sur le plan économique, c'est clair que ça ne servait à rien. Même si les parents n'avaient pas payé avant, c'est sûr que les écoles, surtout privées, vont s'arranger pour que les parents paient d'une manière ou d'une autre. Ça, ils ont toujours ces astuces-là entre eux. Et même si les années à venir, si la note est toujours en vigueur, vous allez constater une hausse dans la scolarité. Ils ne nous diront pas que c'est pour les TD. Mais il y a moins une hausse de 5 ou 10 000 sur la scolarité, ça va servir à ça. Donc il y a toujours des... Pour celui qui veut s'enrichir, bien faire du commerce, il y a toujours les moyens de contourner cette note-là, c'est clair. Alors, d'aucuns estiment quand même que les TD permettent d'avoir de bons résultats. On sait notamment dans le privé, il y a des écoles du privé aujourd'hui qui estiment que c'est grâce au TD que leurs apprenants arrivent à faire de bons scores en fin d'année. Oui, tout le monde reconnaît l'importance des travaux dirigés aujourd'hui. C'est vrai, ça permet de renforcer les capacités des élèves. Mais au niveau du primaire, je me demande si, en dehors du cours moyen deuxième année, où les élèves sont amenés à passer le certificat d'études primaires, je me demande si les TD sont importants pour les autres classes intermédiaires. Parce que c'est depuis le CI que les TD commencent, surtout pour les cours privés. On exige, comme Moïse l'a souligné tout à l'heure, il y a un frais qui est réservé au niveau de la scolarité pour les travaux dirigés. C'est vrai, ça permet à certains collèges privés de la place d'avoir de très bons résultats. Et ça permet également à ces parents qui ne peuvent pas suivre les enfants à l'école. Il faut reconnaître, surtout ceux qui sont à Cotonou, ils n'ont forcément pas le temps de suivre les enfants. Ces TD sont un raccourci pour ces parents d'avoir un œil sur leur enfant. On sait que c'est l'enseignant qui le garde en classe, qui fait les travaux dirigés, qui connaît à peu près son niveau, c'est lui qui fait ses travaux. Mais toujours est-il qu'il y a trop de désordre dedans. Il y a effectivement des désordres. En dehors des cours privés, quand vous prenez les collèges, enfin les cours publics, ça n'est pas évident. Le but, c'est pas pour renforcer les capacités de l'enfant, c'est pour joindre les deux bouts, il faut le reconnaître, parce que justement, ils sont dans un système où ça ne permet pas réellement, moi j'ai interrogé plusieurs instituteurs, ça ne leur permet pas de joindre les deux bouts, et donc il faut créer des astuces. Pour ceux qui sont au cours primaire, c'est des TD. Pour ceux qui sont au secondaire, c'est des polycopes qu'on envoie. Même en éducation physique et sportive, il y a des photocopies qui sont vendues à 100 francs, à 200, même à 250 pour permettre aux professeurs d'avoir les deux bouts. Alors, ces TD tous azimuts, on va dire, au regard de l'analyse que vous faites, ne sont-ils pas un peu symptomatiques de la faillite de l'école de plus en plus? Bon, je ne serai pas aussi sévère, mais c'est que quelque part, il y a des choses qui ne marchent plus. Parce que quand on dit aujourd'hui que c'est grâce au TD que des écoles font de meilleurs résultats, je dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Par le passé, ces écoles ne faisaient pas de TD, mais pourtant elles avaient de très bons résultats. Il y a des écoles publiques qui ne faisaient pas de TD. Ce dont je parle, c'est qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans. On ne connaissait pas ce qu'on appelait TD, sinon c'était fait de manière sporadique. Mais les résultats étaient très bons. Et même il y a certains privés qui ne faisaient pas de cette affaire leur sous-gras, mais qui avaient de bons résultats.
C'est parce que les gens ont constaté, chemin faisant, qu'il y a une nouvelle arnaque qui consiste à prendre beaucoup plus dans la poche des parents que ça est devenu systématique. Donc on érige cela pour dire que c'est ça qui peut avoir de bons résultats. C'est que si c'est ça, c'est que c'est de mauvaises écoles. Parce que c'est en situation de classe qu'il faut donner le meilleur et le maximum aux enfants. Il ne faut pas réserver, il ne faut pas, disons, survoler les programmes pour vite finir l'année, peut-être en février, et réserver les 3 mois qui suivent pour faire des TD. Non. C'est du remplissage systématique qu'on fait aux enfants. Et ça fait qu'à terme, même quand l'enfant réussit, il n'a pas grand-chose dans la tête. C'est à l'école, c'est en situation de classe qu'on donne le meilleur. Les TD, ce n'est que l'exception. Ça ne peut pas être la règle. Et je vous rejoins en disant que c'est la faillite de l'école, et c'est en cela que je disais qu'il faut insister sur la pédagogie. On a comme l'impression qu'on a pris des enseignants en masse parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce que l'école en avait besoin. Qu'est-ce qu'on a fait de la vocation? Qu'est-ce qu'on fait de la pédagogie? Ces deux aspects-là, il faut aller là. Et cela remet sur le tapis justement la question de l'aspirana aujourd'hui. Évidemment, ces aspirants sont insérés dans le système, mais on ne leur donne pas forcément... Même quand ils ont une petite formation au départ, il faut insister. Parce que si le maximum d'enseignants n'a pas la pédagogie, on va faire 1000 TD, les enfants ne connaîtront rien. Il y a une manière d'enseigner à l'enfant. Vous pouvez connaître la chose, mais si vous ne savez pas comment l'enseigner, si vous n'avez pas la passion de l'enseignement, ça ne donnera rien. L'enfant sera obligé de se démerder tout seul ou avec ses parents ou avec d'autres enfants pour pouvoir apprendre. Mais vous serez là, vous aurez la connaissance, mais vous serez incapable de la lui transmettre. C'est de ça qu'il est question. Il faut que nos autorités, là, en dehors de ces mesures sporadiques-là, insistent sur la pédagogie, sur l'acquisition de la pédagogie. Ce n'est que ça qui va sauver l'école. La qualité de l'enseignement. Oui. Ça compte beaucoup. Et moi, je le dis, les enseignants aujourd'hui doivent être pris comme les applications de nos téléphones portables. Il faut faire la mise à jour automatique, enfin systématique. Quel est le programme que l'État, enfin les gouvernants, les autorités en charge de l'éducation met en place pour la formation de ces enseignants? Parce que le monde évolue. Il y a 10 ans, 15 ans, Moïse l'a rappelé, les réalités ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ça a changé. Il faut former nos enseignants. Et l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les effets pléthorique dans les classes. Il y a que, quand vous, en dehors de Cotonou, quand vous allez dans d'autres contrées du pays, vous avez jusqu'à 89, 90 élèves, jusqu'à 100 dans une classe. Est-ce que un seul enseignant peut avoir l'esprit nécessaire, le réflexe nécessaire pour aller vers tous ces élèves-là? Sachant que l'enseignant déjà ne gagne pas suffisamment. Et qui n'a peut-être pas sa tête là, parce qu'il est en train de penser à sa famille. Est-ce que ses enfants vont manger le soir? Est-ce que ses enfants vont manger le soir? Parce que ce qu'il gagne à la fin du mois ne permet pas de joindre les deux bouts. Ou du moins, ce qu'il gagne ne vient pas automatiquement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Même quand on prend en compte cet exemple-là, et si l'enseignant là décide de faire des TD avec ce même effectif, ça ne donnera pas de bons résultats. 92% vont payer, mais il ne peut pas s'assurer que tout le monde a compris. Donc, on revient à la case départ. Ouais. Autrement dit, il faut miser beaucoup plus sur, au-delà, vous l'avez dit, de prendre des décisions ainsi sporadiques qui viennent. Il faut un suivi derrière, il faut former les enseignants, il faut leur donner les capacités qu'il faut. Et comment est-ce qu'il faut rassurer aujourd'hui les parents? Vous l'avez dit, à Cotonou par exemple, les parents n'ont pas forcément le temps de s'occuper des enfants, de suivre leurs enfants comme cela se doit. Et ils ont besoin, par exemple, d'avoir des TD. Alors, au-delà de la suppression des TD payants, c'est une chose, mais au-delà, comment est-ce qu'il faut rassurer les parents aujourd'hui? Rassurer les parents aujourd'hui, c'est chaque parent fera ce qu'il pourra faire pour que son enfant puisse avoir le niveau nécessaire, parce qu'on a interdit. L'enseignant, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ne peut pas à lui seul faire le travail. C'est beaucoup plus de responsabilités qu'on donne aux parents qui doivent suivre leurs enfants et qui doivent maintenant... On a interdit la chose à l'école. À la maison, on ne l'a pas interdit. Peut-être que les parents vont trouver... Prendre des répétiteurs peut-être pour pouvoir suivre ces enfants, parce que les parents, je vous dis, dans les grandes villes du pays, ça n'est pas évident que le parent ait le temps de suivre l'enfant comme cela se doit. Et donc, il faut forcément quelqu'un, répétiteur, pour renforcer un peu le niveau des enfants. Mais comme Moïse l'a souligné, est-ce que véritablement on a besoin de ces répétiteurs? Si ce n'est pas des classes, des examens, est-ce que dans les classes intermédiaires comme le CI, le CP, même 6e, 5e et consorts, est-ce qu'on a besoin de ça? Au niveau du CE, déjà, si véritablement les conditions sont créées pour permettre à l'enseignant de faire son travail comme cela se doit, pour choisir les enseignants qui rentrent dans l'enseignement, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais pas parce qu'ils veulent enseigner. Ils ont la vocation, comme Moïse l'a souligné, c'est très important.
ne faut pas oublier ce côté-là parce qu'il y a un système, il y a une base de données. Quand tu as le diplôme, tu vas déposer. Et puis, ça peut être une affaire de chance. Et tu réussis, on t'insère. Alors que tu n'as pas le niveau qu'il faut. Tu n'as pas le niveau. Même si tu as le niveau, tu n'as pas la pédagogie qu'il faut. Parce qu'une chose est de connaître la chose, une chose est d'avoir la connaissance, mais l'autre chose est de pouvoir transmettre ça aux apprenants. Et c'est très important, c'est très capital. Moïse. Oui, nos parents, en notre temps, ne s'occupaient pas de nous, outre mesure, parce qu'ils faisaient confiance à l'école. L'école était encore une institution. Et on était à la limite, bon, est-ce que tu as bien récité la leçon, réciter ça, est-ce que c'est tout. Ils n'étaient pas derrière nous, comme nous le faisons aujourd'hui pour nos enfants. Parce qu'en leur temps, ils avaient l'assurance que quand l'enfant va à l'école, il est pris en charge. Mais aujourd'hui, le parent qui envoie seulement son enfant à l'école, même dans un cours privé, qui croise les bras, il sait qu'il est foutu. Donc il est obligé lui-même d'être le propre gendarme de son enfant, de s'assurer que tout va bien, de dépenser plus qu'il n'en faut, juste pour que l'enfant ait un bon niveau et de bons résultats. Et contrairement à Sergi Louba, je pense que le suivi doit être permanent. Le CEP se prépare dès le CI. Ce n'est pas au CM2, ce n'est pas au CM1, c'est dès le CI. Le BPC, c'est dès la 6e. C'est une question de niveau. Quand vous ratez un niveau et que vous sautez, ça va vous rattraper, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'autant qu'il faut prendre un répétiteur déjà à partir du CI? Non, si on continue comme ça, il n'y a rien à faire, on va vers le mur. C'est une certitude. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus faire plus qu'il n'en faut. Et la bourse n'est pas extensible à souhait. À un moment donné, on dit non, je n'en peux plus. Mais même dans le temps où on dit je n'en peux plus et qu'on voit que malgré tous ces efforts, l'enfant n'a pas un bon niveau, on est toujours préoccupé par ça. Comment faire pour que son enfant commence par travailler, même s'il n'est pas très excellent, ait quand même un niveau moyen acceptable. Donc tant que la bourse ne permet pas, on continue de chercher des solutions. Et la solution ne viendra pas des parents. C'est l'État qui est responsable de l'éducation. Et justement, l'État est responsable de l'éducation. Les TD payants sont peut-être supprimés, mais les TD doivent quand même se poursuivre. Par exemple, pour ceux qui sont en classe d'examen, comme on l'a dit, il faut forcément renforcer leurs capacités. À partir de ce moment-là, puisque ce n'est plus payant... Si on doit renforcer les capacités de ceux qui vont à l'examen, c'est que dans les classes précédentes, c'est qu'il y a un mal donne. Non, mais forcément, quand on veut à la veille des examens, il y a forcément... Oui, mais ça, c'est des actions sporadiques. Ça ne peut pas être permanent, c'est de ça que je parle. Si l'enfant a un bon parcours, si depuis, par exemple, le CI jusqu'au CM1, il a eu de bons enseignants, il a été bien formé, on n'aura pas d'effort extraordinaire à faire au CM2 pour qu'il passe son CP avec brio. Mais c'est quand on a vu qu'on a fait du colmatage le long, qu'on est obligé au CM2 d'insister, de lui mettre des choses dans la tête, forcément, on fait beaucoup de colmatage, ainsi de suite, pareil pour la troisième, pour la terminale. C'est quand on a été l'assiste sur son parcours et qu'arrivé en classe d'examen, on se souvient, oui, on en fait en classe d'examen. Maintenant, il faut que l'école ait un bon résultat. C'est en ce moment qu'on commence par le foot, tout n'importe quoi dans la tête. Et l'enfant sort de la maison à 7h, 6h30, il revient à 19h30. Et il est tout épuisé, il a encore une tonne de leçons à prendre avant le lendemain. Mais quand on fout tout ça dans la tête de l'enfant et qu'il se débrouille comme il peut, c'est pour avoir quelques résultats après, même s'il réussit. Est-ce qu'on se préoccupe de ça? L'éducation, c'est un tout. Il faut qu'on s'assure qu'on a des enseignants suffisamment pédagogues et qui sont plus ou moins bien payés, et le reste suivra. Sinon, pour moi, c'est qu'on fait du colmatage tout le temps. Oui, on a tout fait du colmatage. Je pense que c'est le politiquement correct que Moïse est en train de d'écrire. Parce que ça se passe tous les ans, surtout à l'approche des examens, soit c'est des acteurs politiques dans des zones données, dans des localités données, qui initient des travaux dirigés, ou soit ce sont les maires même, les maires de nos communes, qui initient pour leur commune, les élèves qui sont en classe d'examen dans leur commune, des travaux dirigés. Mais c'est souvent à l'approche des examens, peut-être 2 à 3 semaines ou à 1 mois des examens qu'on organise cette idée pour mettre les élèves à niveau. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est toujours bien de renforcer les niveaux, les capacités des élèves, surtout les élèves qui sont en classe d'examen. Mais l'autre chose, c'est de travailler, c'est d'appeler les gouverneurs à travailler sur la durée pour éliminer ces travaux dirigés qui, il faut l'avouer, coûtent beaucoup pour les parents d'élèves. Parfois, surtout les classes d'examen, parfois ça va jusqu'à 50, 100 000 pour une matière. Donc et quand vous avez 2, 3 enfants, c'est beaucoup d'argent pour les parents. Donc il faut quand même que le système, les autorités revoient le système éducatif pour que ça soit véritablement un bon système éducatif et pour que les acteurs du système, notamment les enseignants, soient bien traités, parce que tout part de là. Je le dis souvent, un estomac bien rempli peut produire des très bons résultats. Des merveilles, on va dire. Merci beaucoup Sergino Lokossou. Merci également Moïse Dosoumou pour ce décryptage. On va installer tout de suite le dossier de la semaine.
On parle à présent de la modernisation et de la sécurisation foncière au Bénin. Depuis quelques jours, une opération d'actualisation des données foncières a été lancée dans certains arrondissements de la ville de Cotonou. Mais en quoi la sécurisation foncière est-elle importante aujourd'hui? On suit cet élément, le temps d'installer notre invité. L'adresse, ici, c'est Cotonou. Premier jour de collecte des données foncières dans la ville de Cotonou. Au quartier Ménotin, ce 13 décembre, la délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire s'assure du démarrage et du bon déroulement des travaux officiellement lancés quelques heures plus tôt. Cette activité est une étape essentielle du projet de modernisation de l'administration foncière exécuté dans 12 communes du Bénin, dont Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du foncier, il y a beaucoup de difficultés. Et ce programme permettra non seulement de mettre en place le cadastre national et par ricochet au niveau des communes qui en bénéficient le cadastre, et ce faisant de pouvoir porter solution à beaucoup de problèmes liés au foncier. L'insécurité foncière, c'est la principale caractéristique de ces problèmes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile de réunir d'un seul trait les documents de sécurisation foncière, notamment les plans de lotissement et les répertoires. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un éparpillement de ces documents et qui ne sont pas en cohérence. Donc, les documents portant sur le même lotissement comportent des informations différentes. Cela a créé des conditions favorables pour toutes sortes de malversations foncières, notamment la vente des parcelles par des personnes qui n'en ont pas le droit et la vente d'une même parcelle à plusieurs personnes. Dans ces situations qui sont source d'insécurité sociale, qui fragilisent la cohésion, a interpellé le gouvernement qui avait sollicité et obtenu l'appui du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Projet de modernisation de l'administration foncière. À terme, chaque parcelle où qu'il se trouve sur le territoire doit avoir un numéro parcellaire unique. 5 arrondissements de Cotonou sont concernés, à savoir le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. À la suite de la collecte, les données recueillies seront publiées par l'ANDF et le consortium de cabinets en charge des opérations pour d'éventuelles réclamations et corrections venant des populations. Et voilà qui plante si bien le décor de ce dossier de la semaine. Notre invité sur ce plateau est un juriste, expert foncier et consultant, Clément Dosuyovo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babagweto. Bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être des vôtres pour un nouveau numéro de votre émission. Alors, on parle aujourd'hui modernisation de la gestion foncière. Clément Dosuyovo, vous êtes expert foncier, juriste spécialiste des questions foncières. Alors, décidément, aujourd'hui, l'insécurité foncière semble un problème sempiternel au Bénin, n'est-ce pas? Et merci, monsieur le journaliste. L'insécurité foncière demeure un problème, mais nous devons quand même reconnaître que ça n'a plus la même ampleur qu'hier. Parce que la réforme foncière domaniale, qui a débouché sur la loi 2013-01 du 14 août 2013, qui a été modifiée, complétée par la loi 2017-15, a quand même prévu un certain nombre de dispositions qui quand même ralentissent un peu le problème d'insécurité. Alors qu'est-ce qui a changé? Donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, si nous prenons les dispositions du Code, il est dit au niveau de l'article 17, si une terre n'est pas munie d'un titre foncier, ça ne devrait pas faire l'objet d'une vente. Et à défaut, le législateur, conscient de ce que on n'est pas habitué au titre foncier, a trouvé une formule intermédiaire. Laquelle? À défaut, il est dit, il faut tout au moins avoir un certificat d'appartenance dont la durée de validité est d'1 an non renouvelable. Ça signifie que celui qui n'a pas de titre foncier pour sa parcelle et qui veut vendre sollicite auprès de l'Agence nationale du domaine du foncier le certificat d'appartenance. Et dès que l'autre acquiert la parcelle avec
le certificat d'appartenance, il a l'obligation de poursuivre pour aller au titre foncier. Du coup, quelle que soit la modernisation qui est faite, le titre foncier demeure toujours quand même. Non, le titre foncier, en fait, au regard des dispositions du code, le titre foncier est le seul titre de propriété. C'est un peu comme l'acte de naissance. C'est l'acte de naissance. Et c'est ça qui confère la pleine propriété à son titulaire. Vous savez, quand on parle de droit de propriété, le droit de propriété n'est rien d'autre que le droit d'utiliser la terre, de jouir de ses fruits et de disposer de cette terre de la façon la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage contraire à la loi ou au règlement. Donc vous êtes juriste, justement, des questions foncières, ces réformes-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous facilite la tâche dans la gestion des affaires liées au foncier? Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a vraiment une amélioration de la gestion foncière. Et pour preuve, si je prends la situation d'hier, j'ai mon collègue Félix Zinsou qui a parlé tout à l'heure des questions de lotissement. En matière de lotissement, aujourd'hui, on ne peut plus assister à toute la pagaille à laquelle on avait assisté. C'est quoi? Quand il y a un lotissement qui est déclenché dans une zone, il y a ce qu'on appelle, la première opération, on appelle état des lieux. Quand on fait état des lieux, à la fin, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des gens qui n'avaient même pas une portion de terre au départ se retrouvent à la fin comme propriétaires et même se retrouvent dans des zones très bien situées. Aujourd'hui, par rapport aux dispositions du code, qu'est-ce qui va être fait? Il est dit au niveau de l'article 511 du code que si on ne fait pas un titre foncier pour le périmètre à lotir ou à remembrer, on ne peut plus aujourd'hui enclencher une opération de remembrement urbain. Ce n'est pas possible parce que quand on va faire le TF pour toute la zone à lotir, on connaît de façon exacte tous ceux qui sont dans cette zone-là. Parce qu'à la fin des opérations de remembrement, on a l'habitude de dire lotissement, mais ce n'est pas un terme approprié. C'est remembrement humain. Parce que là où il y a déjà eu installation humaine, on ne peut plus lotir. Ce n'est plus lotissement. Lotissement se fait en principe sur des parcelles nues d'un seul tenant. Mais c'est le terme remembrement humain qui est beaucoup plus approprié dès qu'il y a déjà des installations humaines. Ce qui fait, parce que après, vous voyez, non, on doit bouger tel, on doit bouger tel. À la fin, cette fois-ci, à la fin, vous verrez, on fera un morcellement du titre foncier maire et chacun aura son titre foncier. Ça, c'est déjà une opération de sécurisation, une disposition de sécurisation au niveau des lotissements. Vous voyez pourquoi aujourd'hui le gouvernement du Bénin a mis en place les commissions départementales pour assainir les lotissements. Si on doit parler vrai, aucun lotissement n'est allé véritablement à la fin, on va dire, on a clôturé un lotissement. Non. Et quand le gouvernement a pris cette décision et les commissions départementales ont commencé par travailler, il y a des lotissements, on n'a même plus trouvé les documents. Et si vous allez un peu à l'intérieur où on a l'habitude d'être avec les communes, tous les chefs de service affaires domaniales sont devenus fous parce qu'ils ont commencé par rechercher les documents. Parce qu'il y a des documents après le lotissement que les collègues géomètres experts m'excusent parce que c'est un débat. Il y a des documents que les géomètres experts, je vais dire, confisquent sous prétexte que les maires ou les mairies n'ont pas payé les prestations. Parce qu'il y a ça, on ne va pas les accuser. Bien sûr. Parce que c'est un contrat, c'est sur la base d'un contrat qu'ils ont commencé par travailler. Et, in fine, l'autorité communale n'honore pas son engagement. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène, on constate,
ces documents qui sont gardés par ces géomètres experts, ils continuent de faire des opérations là-dedans, sans même que les mairies ne sachent ce qui se passe. Du coup, avec l'élément témoin qu'on a suivi tout à l'heure, cette opération de collecte des données va un temps soit peu régler cette situation-là? Oui, véritablement. L'opération de collecte de données initiée par le projet de modernisation de l'administration foncière, qui appuie l'Agence nationale du domaine du foncier, est une opération qui est venue à point nommé. Elle est venue à point nommé en ce sens que le cadastre, en fait, est constitué de 2 éléments. Un élément cartographique et un élément littéral. L'élément cartographique, ce sont les plans parcellaires sur lesquels on voit les dessins. Et l'élément littéral, c'est le répertoire, où les noms, tous ceux qui ont leur parcelle sur le plan parcellaire retrouvent leur nom avec tous les attributs qu'il faut dans le répertoire. Ce mécanisme aujourd'hui de collecte d'informations, ça va permettre quoi? Ça va permettre que quand quelqu'un doit aller faire une transaction foncière, surtout en matière d'acquisition, que tu t'informes auprès de l'Agence nationale du domaine du foncier ou auprès de ces démembrements que sont les BCDF pour savoir quel est le nom qui est sur telle parcelle que je veux acheter. Si c'est le véritable propriétaire. Si c'est le véritable propriétaire. Maintenant, ce mécanisme, quand ils vont finir, ils ont décrit tout à l'heure tout le processus. Après la collecte, il y a la phase de la publicité. Parce que c'est la publicité qui rend opposable tous les résultats. En matière foncière, la publicité a une force terrible. Donc, après ça, quand les données vont être intégrées dans le cadastre, tu demandes et le régisseur ou le gestionnaire du cadastre vont te donner les informations. Il est bien vrai que le législateur a dit le cadastre ne confère pas la propriété et ne peut non plus l'enlever. Mais on a déjà une forte présomption de propriété. Avec le temps, il y a des tests d'application qui vont être pris, adoptés par le gouvernement pour faciliter le passage des données cadastrales vers le titre foncier. On doit réfléchir à un mécanisme simple, une procédure simple d'obtention du titre foncier à partir des données cadastrales. Alors, pour moi, si je m'en vais acheter une parcelle, par exemple, qui appartient déjà à quelqu'un d'autre, donc les données sont déjà dans le cadastre, et que j'achète cette parcelle-là, comment se fait la mutation au niveau du cadastre? Parce qu'il va falloir changer le nom au niveau du cadastre. Oui, très bonne question, monsieur le journaliste. Et tout ce qu'on est en train de faire, il reste des mécanismes qui vont accompagner tout le processus actuel. Actuellement, on est en train de réaliser un pas du cadastre. L'opération collecte souvent dans les zones vides, actualisation dans les zones comme Cotonou, où il y a déjà l'installation. Après cette opération, il y a un mécanisme de mise à jour des données cadastrales qu'on doit mettre en place. Il y a un décret qui doit prévoir ça. Ça signifie quoi? Parce que sans la mise à jour, tout ce qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, comme dans le cadastre là, c'est nul, hein? Ça va devenir caduque très rapidement parce que les transactions, il y a les transactions. On a les transactions, les mutations partielles, on a les mutations totales. Et dès que la mise à jour n'est pas automatique ou à temps réel dans la base de données cadastrales, ça pose un problème. Tu iras et si la mise à jour n'est pas faite, tu vas voir. Il y a déjà eu transaction sur la parcelle que tu veux acheter, mais tu verras aussi l'ancien nom serait encore là. Donc le mécanisme de mise à jour est très indispensable pour une bonne fonctionnalité du cadastre. Et je pense que le projet PEMAF est à pied d'œuvre avec l'ANDF pour préparer des tests d'application dans ce sens-là,
pour faciliter l'adoption par le gouvernement. Et mis à part ce mécanisme de mise à jour, qu'est-ce qui va suivre pour réussir la sécurisation justement dans le domaine foncier? Oui, la sécurisation, comme je l'ai dit, le cadastre est un des outils. Okay. Le cadastre est un des outils prescrits par le Code. Si on reste sur le plan du cadastre, oui, nous avons vu jusqu'à l'entrée des données dans la base cadastrale, nous avons des présomptions de propriété. Oui. Il est même le projet est en train de réfléchir à comment est-ce qu'à la fin de l'enregistrement au cadastre, comment est-ce qu'il faut délivrer ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement au cadastre, pour quand même permettre à celui dont la parcelle est enregistrée au cadastre d'avoir quand même un document en termes de présomption, et quitte après à formaliser la procédure pour aller vers le TF. Donc, côté cadastre, c'est un outil, comme je le dis. Mais le titre foncier même est l'élément capital de sécurisation. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez le titre foncier, oui, quand vous avez le titre foncier, le titre foncier, vous savez, ses caractères, on dit le titre foncier est définitif et inattaquable. Est définitif et inattaquable. Ok, ça c'est le principe. Oui. Ça fait que dès que tu as ton titre foncier, tu as quand même ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité, et c'est pour assurer ou confirmer cette sécurité que le Code a dit, dès qu'il y a un problème sur le TF, il est prévu une action en indemnisation. C'est-à-dire, il n'est pas prévu tout de suite. Il est bien vrai, il y a des cas, il faut que je nuance ça aussi, il y a des cas où on peut arriver à annuler un titre foncier. Ah, d'accord. Il y a des cas. Mais il y a des dédommagements après. Oui, il y a des dommages. Mais les cas où on les annule, il y a par exemple, dans la procédure, okay, il y a eu faille, il y a eu faux. Un vice de procédure. Il y a eu faux dans la procédure. Et on est arrivé à montrer que celui-là, il a utilisé des artifices pour obtenir le titre foncier sur la parcelle de l'autre à son insu. En réalité, le titre n'est pas... C'est annulé pour lui, mais le numéro est gardé et le juge qui rend la décision ordonne la mutation du nom là au profit de celui qui a. Okay. C'est des cas effectivement rares. Ce sont des cas rares, mais il ne faut pas qu'on dise parce que c'est définitif, inattaquable, je peux faire n'importe quoi dans la procédure pour l'obtenir. Non. C'est important la clarification. Oui. Donc, et comme je l'ai dit, ça fait que pour protéger ça, le législateur n'a pas autorisé une action en revendication de la propriété, mais plutôt une action en indemnisation. Au cas où tu serais un acquéreur de bonne foi et que ça... Alors, avec toutes ces réformes-là, est-ce que, de façon pratique, le risque vers les conflits, les litiges domaniaux n'existeront plus? Si on suit très bien les dispositions prescrites par le Code issu de la réforme foncière et domaniale, je pense que nous allons tendre vers, je ne dirais pas conflit zéro, mais il y aura une nette amélioration. Parce qu'en fait, tout ce dont je vous parle actuellement là, si ce sont des dispositions, si on dit par exemple, si tu n'as pas le TF, tu ne peux pas vendre la parcelle. Oui. Parce qu'on veut être sûr que ce que tu vends là t'appartient. Oui. C'est ça. Absolument. Alors, merci beaucoup Clément Dossu-Yovo d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim Balogun, je crois qu'on est aujourd'hui mieux
renseigner sur, la modernisation de la gestion foncière. Notamment les enjeux de la sécurisation aujourd'hui de la terre. Merci Clément Dossuevo, juriste expert foncier, d'être passé sur ce plateau. Rodrigo Abrito, merci également d'avoir conduit cet entretien. On se dit à dimanche prochain. Merci à toutes et à tous. C'est tout pour Week Echo de ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Thank you.